Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu avec le Comité pour la République du Canada. La présentation pour la semaine du 7 juin 2015. Bonjour à tous, nos auditeurs au Canada, en Haïti, en France et dans les autres pays francophones. Aujourd'hui, on va parler évidemment de l'analyse de M. Lyndon LaRouche en relation aux nouvelles récentes bombes médiatiques, c'est-à-dire la situation en Grèce avec le paiement ou le non-paiement de la dette, la situation aussi aux États-Unis avec la course à la présidence qui commence à se dessiner de plus en plus, et évidemment le danger de guerre mondiale toujours près de nous, en fait un danger de guerre mondiale nucléaire près de nous à cause de Barack Obama. Et c'est pour ça que M. Larouche lance un appel à tous les patriotes américains, évidemment aux patriotes aussi universels, c'est-à-dire qu'il nous faut absolument mettre Obama hors hors de la Maison-Blanche, bien avant les élections de 2016, parce que d'ici là, il risque d'être trop tard. On parle, évidemment, M. Larouche parle de créer une période de transition aux États-Unis avant l'arrivée du prochain président. Donc, de créer une institution de la présidence qui pourra mener le pays, non pas simplement en 2016 ou par la suite, mais dès maintenant. Donc, on dit qu'on doit créer cette période de transition-là. Il ne s'agit pas, comme certains peuvent le penser, il ne s'agit pas ici de simplement influencer la présidence américaine. Il s'agit de la créer de toutes pièces. M. Larouche commentait justement que plusieurs médias et plusieurs personnes pensent que en fait la famille Bush pourrait prendre le pouvoir très bientôt aux États-Unis. M. Larouche dit non, pas vraiment. Et ces gens-là, évidemment, sont on ne peut plus incompétents, mais ce ne sont pas des gens qui ont une espèce d'appui incroyable et qui peuvent gagner les élections nécessairement. Donc le but, évidemment, c'est de tenir Obama sous contrôle. Donc, comme on le disait, M. Larouche réitère, dit « Oubliez là, cette idée de gagner les élections. Il faut agir avant cela. Il faut se débarrasser d'Obama afin d'éviter que quelqu'un mette le doigt sur le bouton qui va lancer la première bombe nucléaire d'une nouvelle guerre mondiale, en fait, que personne ne peut gagner. » Donc, c'est là tout l'enjeu. Et la situation actuelle est vraiment incroyablement tendue par rapport à la guerre. Mais une bonne chose qui s'est produite cette semaine, donc on a eu aux États-Unis un autre développement autour du rapport sur le 11 septembre et cette idée justement de mettre la lumière sur les véritables créateurs du 11 septembre et aussi les véritables sponsors, les véritables parrains du terrorisme international. Donc, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une conférence de presse qui a eu lieu mardi matin à Washington, dans la capitale, durant laquelle des sénateurs et des membres du Congrès ont lancé en fait une nouvelle campagne, en fait un renouveau de la campagne pour exposer les 28 pages d'un rapport publié par le gouvernement américain sur le 11 septembre, un rapport qui a été publié en 2002, dans lequel 28 pages ont été classifiées par l'administration Bush et sont gardées classifiées par l'administration Obama et qui justement mettrait la lumière sur le rôle de l'Arabie Saoudite dans le 11 septembre, ce qui permettrait en fait de faire une vraie enquête par la suite sur le terrorisme international. Évidemment, M. Larouche a parlé de ça depuis très longtemps. On parle du rôle des Saoudiens et des Britanniques dans l'appui du terrorisme international, que ce soit musulman, que ce soit néo-nazi, peu importe la couleur, le terrorisme international vient de ces sources-là. Donc, on a eu une conférence de presse durant laquelle le sénateur Rand Paul, donc un républicain de l'État du Kentucky, qui était en fait accompagné de l'ancien sénateur Bob Graham, qui est un démocrate de la Floride, ainsi que des représentants du Congrès, Walter Jones, Stephen Lynch, Thomas Macy, ainsi que des représentants, en fait, des familles des victimes du 11 septembre. Donc, M. Rand Paul introduit
une législation, la législation S-1471, afin de déclassifier les 28 pages du rapport conjoint du Congrès sur le 11 septembre. Et donc, il vise justement à ouvrir à tout le monde ces 28 pages-là pour pouvoir en discuter et pouvoir prendre les vraies bonnes décisions par rapport au terrorisme international. Donc, la conférence de presse a été couverte par beaucoup de médias. La salle était pleine à craquer. On avait des membres des médias de Russie, de l'Iran aussi. Et ce qui était bien, c'est que tous ceux qui ont en fait parlé durant la conférence de presse, les sénateurs, les membres du Congrès, les représentants des familles, ont mis l'accent sur le rôle de l'Arabie Saoudite comme étant en fait la source des attaques du 11 septembre et justement des djihadistes associés à la prise des avions qui ont foncé comme aussi dans le World Trade Center et dans le Pentagone de Washington. À noter, une des interventions très importantes qui donne un peu un sens justement de la situation aux États-Unis, c'est que en fait, M. Thomas Macy, donc qui était un membre du Congrès, qui lui est aussi républicain de l'État de Kentucky, parle que cette résolution de M. Rand Paul, la résolution 1471, est en fait un effort bipartisan, donc des républicains et des démocrates, pour déclassifier le rapport, mais aussi que en fait, il y a aussi un effort bipartisan pour contrer la déclassification de ce rapport-là. Et en fait, cette opposition-là nous vient des deux derniers présidents, c'est-à-dire Barack Obama, du côté démocrate, qui garde le rapport secret, et George Bush Jr., le républicain, qui lui a rendu ce rapport secret. Et M. Massey ajoute que, ça c'est important de le noter, que en fait, à tous les jours, au Congrès américain, on parle d'éviter un deuxième 11 septembre. C'est pour ça qu'on parle de l'Iran, de l'Irak et tout ça. On craint une nouvelle attaque contre les États-Unis. Et en fait, tout le monde parle de mettre les Américains sous écoute, en fait, de mettre les citoyens du monde sous écoute, comme on a pu le voir dans les récents scandales avec la NSA en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, etc. Donc, vraiment, une tentative d'espionner, en fait, de créer une espèce de dictature à l'échelle internationale. Donc, de mettre les gens sous écoute, d'espionner, de fouiller dans les courriels. Donc, on parle de tout ça à tous les jours, mais alors, pourquoi ne pas révéler le contenu de ces 28 pages? Il ne faut pas tourner le dos à ces 28 pages, comme le disait M. Massey, et que tous les membres du Congrès, en fait, tous les politiciens, doivent lire ce rapport-là s'ils veulent prendre une décision éclairée concernant la question du terrorisme, la question de la guerre, etc. Donc, le président Obama vraiment reçoit beaucoup de pression par rapport à ces 28 pages-là, et c'est tant mieux. Et c'est une pression, justement, qu'on ne voyait pas, qu'on avait perdu de vue durant les derniers mois, mais c'est encore très fort et ça gagne du terrain de jour en jour. Donc, quand on regarde la situation au niveau de la guerre, au niveau international, il y a eu évidemment plusieurs actions de l'OTAN et des Russes qui portent à croire que la tension entre les États-Unis et la Russie continue de croître. Mais il y a aussi des voix qui s'élèvent contre cette espèce de fausse, en fait, de tentative de nouvelle guerre froide qui est créée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et les pays associés à l'OTAN. Et de l'autre côté, la Russie avec la Chine qui appuie la Russie. Donc, évidemment, des actions de l'OTAN qui ont été prises récemment. Donc, mais je pense que l'événement qui a frappé le plus l'imaginaire dans les médias est le fait qui a été rapporté concernant la présence d'un bateau américain, le USS Ross, un bateau en fait équipé de missiles Aegis. Les missiles Aegis qui sont un système de missiles visant à justement contrer une attaque de missiles balistiques. Donc un système antimissile sur un bateau américain qui était dans la mer Noire près de la frontière russe. Et là, les Russes ont dû envoyer des jets pour des avions de guerre pour en fait demander au USS Ross de quitter l'endroit le plus vite possible. Heureusement, on n'a pas eu d'escalade,
mais on voit que c'est le genre de choses qui ne doit pas se passer entre ces deux pays-là, vu la tension. Une simple erreur, un simple mauvais jugement peut nous lancer dans une guerre mondiale dont on ne peut revenir. On voit aussi que l'OTAN augmente le nombre de ses manœuvres dans les nations des Baltiques, dans les régions arctiques et dans les régions scandinaves, près de la frontière en Russie. On a aussi des rapports crédibles qui nous démontrent que de plus en plus de mercenaires de l'Occident se retrouvent en fait dans la région de l'Ukraine de l'Est, appuyés par des forces de Kiev qui visent justement là, à créer, en fait, de poursuivre l'agenda d'un gouvernement néo-nazi en Ukraine. Et une des déclarations peut-être les plus folles qu'on a eues récemment, c'est la déclaration d'un général tchèque qui est maintenant le nouveau directeur du comité militaire de l'OTAN. Donc le général tchèque Petr Pavel. Et cette éminence grise que j'utilise de manière un peu sarcastique, en fait, demande à ce qu'on propose en fait une guerre nucléaire contre la Russie afin de protéger la région des Baltiques contre la Russie. Donc c'est une déclaration qui a été faite la semaine dernière à Prague lors d'une conférence de l'OTAN. Et M. Pavel croit que la Russie en fait est une menace à l'Europe au même niveau que l'État islamique. Donc déjà déclaration assez provocatrice, merci. Et que la Russie tente en fait de prendre d'assaut l'Ukraine et la région des Baltiques et pourrait le faire en moins de 2 jours sans qu'il y ait aucune réponse en provenance de l'OTAN. Donc il dit que le problème de l'OTAN, c'est que son processus de décision doit impliquer les 28 membres. Donc peut-être pour M. Pavel de créer une espèce de dictature à l'OTAN permettrait de prendre des décisions plus rapidement, peu importe la décision des autres membres. Donc, monsieur le général Pavel dit « L'OTAN est incapable de réagir proprement à une situation qui change. Les mesures que l'Europe entreprend afin de contrer la menace de la Russie et de l'État islamique sont inefficaces. L'alliance de l'OTAN a un défaut significatif, c'est la procédure compliquée de prendre des décisions. Donc il dit, 28 membres, c'est compliqué, il faudrait réduire ça. Donc, l'OTAN, en fait face, toujours selon M. Pavel, à la question à savoir, est-ce qu'on démarre la guerre, qui pourrait être nucléaire, contre la Russie, là, autour de cette question des États baltiques. Et selon le Prague Post, donc un journal important à Prague, le général Pavel ne semble pas comprendre que de faire une guerre nucléaire avec la Russie veut dire la fin du monde. Et il y a cette idée un peu folle de dire qu'on va faire une guerre limitée contre la Russie et que tout va bien marcher, ça va être une guerre tactique et qu'on va limiter les pertes humaines. Évidemment, ça c'est la folie des grandeurs, la folie utopiste militaire de dire qu'on peut détruire la Russie avec des armes nucléaires et qu'on va être capable d'éviter les dégâts et qu'on va pouvoir passer à autre chose le lendemain matin. Ce qui est tout à fait ridicule, ce qu'on appelle utopiste ou suicidaire, choisissez le mot que vous proposez, que vous préférez plutôt. Et on a aussi eu un autre article dans le Financial Times, dans lequel on a eu un article sur en fait la politique américaine dans la région de la mer du Sud de Chine, où on a vu récemment, on a le discours américain qui a monté d'un cran. On a vu le secrétaire de la Défense aux États-Unis, Ashton Carter, lancer des menaces, en fait, contre la Chine, toujours évidemment par rapport à plusieurs îles dans la région de la mer du Sud de Chine qui sont disputées entre différentes nations. Donc, le monsieur Ashton Carter qui dit nous avons des effectifs qui vont, nous allons survoler la région, nous allons naviguer dans la région, nous allons opérer dans cette région-là afin justement de montrer à la Chine que les États-Unis ne reculeront pas devant l'enjeu que représentent ces îles. Vraiment une excuse enfantine, très immature pour déclencher une guerre avec la Chine.
On a aussi l'OTAN qui a publié récemment une cédule, en fait, un horaire de ses prochains exercices. Et là, on se demande un peu pourquoi l'OTAN aurait fait ça. M. Larouche, après avoir reçu les informations de ce document-là qui a été publié le 15 mai, donc un document là, sur en fait la planification des exercices de l'OTAN qui en fait liste 70 événements, 70 opérations militaires qui seront prises surtout dans la périphérie de la Russie, mais aussi la Chine. Donc, M. Larouche disait que en quelque part, il y a quelque chose qui risque de se produire. Que, en fait, quand l'OTAN publicise son horaire de cette manière-là, une avance, c'est peut-être pour tenter de produire, en fait, un élément de surprise. Donc, en fait, on publie un horaire des événements et, en fait, on change cet horaire-là en plein milieu pour tenter, en fait, de faire une attaque surprise. La victime, qui serait en fait la Russie dans ce cas-là, selon M. Larouche, ne serait pas quand la frappe se produirait, mais c'est évident que l'intention des États-Unis et des Britanniques, c'est d'attaquer la Russie et que la seule question à se poser, c'est quand exactement cela va se produire. Mais les Russes vont évidemment se réagir d'une manière un peu réciproque en proposant en fait ses propres manœuvres toujours dans la même région des Baltiques, la région autour de la Russie, pour en fait démontrer, lancer un message fort à Obama et aussi à l'OTAN que la Russie ne va pas reculer devant ces confrontations. Donc on parle par exemple de plusieurs exercices de l'OTAN, notamment en Norvège, dans l'opération Défi Arctique, Arctic Challenge. On a aussi en Pologne, on a aussi dans les Pays-Bas et plusieurs autres opérations dans la mer Baltique et dans les pays scandinaves en général. Donc, beaucoup d'événements qui risquent d'augmenter de manière très sérieuse les tensions entre la Russie et les États-Unis, entre l'OTAN en général, les États-Unis, l'Angleterre versus la Russie et la Chine. Et on a aussi un autre article, cette fois-ci de la part de Thomas Graham, qui lui est un ancien directeur au Conseil de sécurité nationale américain, qui est un expert sur la Russie. Donc, il a publié un article dans le Financial Times du 31 mai dernier, où il dit, en fait, il demande à ce que les États-Unis arrêtent d'escalader cette espèce de confrontation avec la Russie, où il dit l'Occident a besoin d'éviter une surmilitarisation en réponse aux défis politiques posés par la Russie. Donc, très important que ce que la Russie fait, c'est de poser un challenge, un défi politique, non pas militaire, mais la réponse de l'OTAN et de l'Occident, c'est de contre-attaquer d'un point de vue militaire. Donc, il continue, M. Graham, il dit la vérité, c'est que l'Ukraine ne peut pas être reconstruite sans la Russie. Donc, il faut enlever cette politique d'isolation de la Russie le plus vite possible. Donc, il dit aussi que toutes ces discussions à propos du supposé problème Poutine, donc l'espèce de toutes les diffamations dites sur Poutine dans les médias, en fait, ce problème Poutine ne montre pas qu'en fait, il faut comprendre que la Russie maintenant agit selon son propre intérêt stratégique. Et de parler, comme on disait, d'isolation de la Russie, c'est en fait ce que M. Graham appelle une malfaisance géopolitique. Un autre article, cette fois-ci sur le site politico.com de M. Michael O'Hanlon, qui lui travaille pour l'Institut Brookings, qui a aussi offert, en fait, pas simplement dénoncer l'escalade militaire, mais aussi a proposé, en fait, une solution à la situation. Donc, M. O'Hanlon dit dans son article, il dit « C'était encourageant de voir Vladimir Poutine de Russie et le secrétaire d'État John Kerry se rencontrer, il y a de ça plusieurs semaines, en Russie, dans la ville de Sochi. La dernière chose dont le monde a besoin, c'est une guerre, c'est une autre guerre froide.
qui pourrait justement impliquer les deux superpuissances nucléaires. Donc, M. O'Hanlon appelle à, en fait, une politique intégrée, en fait, ce qui s'appelle en fait, une liste de politiques intégrées pour la Russie, les membres de l'Europe, les membres européens de l'OTAN et des États-Unis. Donc, une liste de politiques pour tous ces gens-là, afin de négocier et aussi d'inclure l'Ukraine à un certain point dans ces discussions-là, afin de créer une architecture de sécurité nouvelle et durable pour l'Europe de l'Est. Et donc, une des parties de la proposition faite par M. O'Hanlon, c'est d'avoir justement des garanties permanentes que l'Ukraine et les autres États de l'Europe de l'Est, qui ne sont pas dans l'OTAN, en fait, ne seront jamais dans l'OTAN, à moins que la Russie approuve pareille décision, et à moins aussi que peut-être, selon O'Hanlon, que la Russie se joigne à l'OTAN, ce qui semble très improbable maintenant, mais bon, c'est une proposition de M. O'Hanlon, et que en fait la coopération russe est trop importante justement sur l'échiquier mondial pour continuer la politique actuelle. Mais pour en revenir à ce que M. Larouche dit, écoutez, le point c'est qu'il faut qu'Obama quitte la présidence américaine. Tant que vous avez la monarchie britannique qui a sa marionnette dans la Maison-Blanche, qui a son doigt près du bouton nucléaire, donc le monde fait face à l'extinction. C'est ça l'enjeu central aujourd'hui, et qu'on voit de plus en plus une opposition à Obama aux États-Unis, mais cette opposition-là axe son opposition sur certains enjeux, plutôt que de comprendre la situation mondiale, la véritable dynamique, qui demande non pas une simple opposition au niveau de l'économie, au niveau de l'Irak, au niveau de la Syrie, au niveau de la NSA, au niveau des 28 pages, comme on l'a dit au début, les 28 pages du rapport sur le 11 septembre, mais il faut absolument retirer Obama et son narcissisme hitlérien de la Maison-Blanche, sinon on fait face à l'extinction de l'espèce humaine d'ici les prochains mois ou les prochaines semaines. Donc, donc on revient en fait sur la question de transition dont M. Larouche parlait cette semaine. En fait, la question des 28 pages en fait pourrait nous aider dans la période de transition, c'est-à-dire que les gens qui mènent cette campagne pour la déclassification des 28 pages pourraient faire partie sur certains enjeux en fait de cette nouvelle présidence, de cette nouvelle transition. Mais une chose qui s'est passée de très important en fin de semaine, c'est en fait quelque chose qui s'est passé le 30 mai, le 30 mai dernier à Baltimore, où le gouverneur du Maryland et l'ancien maire de Baltimore, Martin O'Malley, a enfin lancé de manière formelle sa candidature à la présidence américaine. M. O'Malley, qui est un démocrate et qui, selon Larouche, est actuellement le seul candidat actuel qui est potable pour devenir président. Évidemment, il ne s'agit pas ici de simplement dire Go O'Malley, go, mais il s'agit, comme on le disait au début, de façonner la prochaine présidence. Donc O'Malley semble être actuellement le meilleur candidat pour cela. Et dans le plus récent magazine du Executive Intelligence Review, on a eu un bon article justement sur le discours donné par M. O'Malley. Et ça vaut la peine de en fait discuter de certains extraits de son discours. Il ne faut pas l'oublier, M. O'Malley, qui est l'ancien maire de Baltimore. Évidemment, vu la situation actuelle récente, on a parlé beaucoup d'émeutes dans la région de Baltimore, de conflits raciaux. Évidemment, M. O'Malley a discuté de ça, et ce qu'il a dit est très important, parce qu'il a refusé, dans son discours, de réduire ces événements-là à un simple enjeu noir versus blanc. Donc, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit que ce qui est en train de se produire maintenant n'a rien à voir avec les races, mais il s'agit des politiques des États-Unis. Donc, il faut en fait
redéfinir ce que cela signifie d'être américain. On a en fait une hausse du désespoir qui est en train de se produire partout aux États-Unis. Et ça va au-delà des races. Regardez simplement, toujours selon M. O'Malley, il dit, regardez le nombre de jeunes personnes blanches qui se tuent à chaque jour dans les banlieues, dans les petites villes, en consommant de l'héroïne, par exemple, ou des drogues. Donc on a un problème qui est beaucoup plus vaste, toujours selon M. O'Malley. Et M. O'Malley continue en parlant justement de Barack Obama, où il dit, je cite, « La vérité sur la réalité est la suivante. Le chômage dans les villes américaines et dans les petites villes à travers les États-Unis est plus élevé aujourd'hui qu'il l'était il y a de ça 8 années auparavant, donc faisant référence au mandat de Barack Obama. Il continue, il dit, la vaste majorité du peuple américain est plus pauvre aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a de cela 8 années. Et ça ne va pas s'améliorer, ça va devenir pire. Donc on ne peut pas s'éloigner de la vérité. Nous sommes dans des conditions d'extrême pauvreté et d'une pauvreté croissante. Et on a aussi des conditions qui ont été créées pour des violences extrêmes. Donc il y a beaucoup de travail à faire. M. O'Malley continue, il parle cette fois-ci de Wall Street. Donc il dit que notre système politique économique aux États-Unis est sans dessus-dessous et c'est le temps de renverser ce système-là. Ce qui s'est passé à notre économie, ce qu'on avait l'habitude d'appeler le rêve américain, ne s'est pas produit par une simple... c'est pas un événement fortuit. C'est en fait... et c'est pas non plus le contrôle de simples forces globales qui sont au-delà de notre contrôle. On a des intérêts spéciaux riches, des intérêts puissants et riches, qui sont ici chez nous et qui ont utilisé notre gouvernement pour créer en fait une économie qui a laissé la majorité de la population derrière. Une économie qui s'est concentrée sur amener la richesse dans les mains d'une minorité et qui a enlevé en fait l'opportunité pour les populations américaines de se développer. Donc, nous sommes maintenant dans une économie où la majorité des gens ne sont pas écoutés, ne sont pas vus. On ne prend pas en compte leurs besoins. Et en fait, donc ça nous amène évidemment à une situation où les vies de ces gens-là vont de moins en moins jour après jour. Et en fait, ça va être encore pire demain matin. Donc M. O'Malley continue et dit « Nous sommes en train de laisser notre terre d'opportunité devenir une terre d'inégalité. Main Street est en grande difficulté pendant ce temps-là, Wall Street atteint de nouveaux sommets. » Comment se fait-il, pose O'Malley, comment se fait-il qu'aucun dirigeant, aucun CEO de Wall Street a été accusé de crimes relatifs à l'effondrement économique de 2008? Aucun CEO, aucune personne n'a été poursuivie en justice. Comment cela se fait-il alors que si vous avez une lumière de brûler sur votre voiture, la police vous arrête sur le chemin, mais alors quand on a des gens qui détruisent l'économie d'une nation, ces gens-là sont intouchables. C'est pas comme ça que l'économie est censée fonctionner. C'est pas comme ça que notre pays, les États-Unis, est censé fonctionner. Ce n'est pas le rêve américain et nous ne sommes pas obligés de subir cela. Donc, là, je continue parce que c'est vraiment un discours très important. Donc, il continue en disant que l'économie américaine ne se base pas sur l'argent. L'économie, ce sont les gens. Ce sont en fait toutes les personnes. Le système américain mesure le succès par rapport au progrès, par rapport à la prospérité grandissante, à la productivité et à la sécurité du peuple. Donc, de toutes les populations, de tout le monde. Il faut mettre notre intérêt national en premier. Et ça veut dire mettre le bien-être général de la majorité de la population en premier. On ne peut pas reconstruire le rêve américain ici en se soumettant aux voix de ceux qui sont privilégiés et qui sont tout-puissants maintenant. C'est le moment d'être honnête.
Ces gens-là, ces gens privilégiés et puissants, sont ceux qui ont renversé notre économie dès le début. Et ce sont ceux qui sont en train d'en bénéficier maintenant. Mais donc, nous devons emmener en justice ces tricheurs. Mais il nous faut aussi agir de manière préventive afin de rétablir la stabilité du système bancaire. Et comment on fait ça? Il dit, il n'y a pas d'autre solution que de rétablir la loi Glass-Steagall, la loi de division bancaire. Et il faut faire cela immédiatement. Si une banque est trop grande, si une banque est trop grande pour s'effondrer, hein, la fameuse expression too big to fail, donc si cette banque-là est trop grande pour s'effondrer et en fait détruit l'économie nationale, donc il faut briser cette banque-là en morceaux avant que cette banque-là nous brise en tant que pays. Et donc, après une ovation de la population, M. O'Malley continue et il dit « Laissez-moi vous donner une histoire. » Il dit « Je pense que plusieurs gens connaissent la fameuse institution Goldman Sachs, qui est en fait un des pires offenseurs au niveau de l'économie aux États-Unis. Donc récemment, en fait, au mois de mars de cette année, le CEO, donc le président de Goldman Sachs, un dénommé Lloyd Blankfein, en fait, a laissé savoir à ses employés que, en fait, si vous vous inquiétez par rapport aux réformes que pourrait subir Wall Street, dans ce cas-là, vous êtes aussi bien de voter pour Jeb Bush ou Hillary Clinton. Vous n'aurez pas de problème si vous votez pour un de ces deux-là. Donc, M. O'Malley rit un peu de ça et dit, ben, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai des nouvelles pour M. Blankfein et les bullies, les provocateurs de Wall Street. La présidence est très important comme déclaration ici de M. O'Malley. Il dit, la présidence n'est pas une couronne qui s'échange à tous les 4 ans entre des amis qui font partie de 2 familles royales. C'est en fait une promesse sacrée qui doit être en fait gagnée de la population des États-Unis, et c'est en fait une présidence qui doit s'exercer au nom de la population des États-Unis. Et la seule manière qu'on va pouvoir faire ça, c'est en reconstruisant le rêve américain. Il nous faut reprendre le contrôle du gouvernement américain loin de ces gens-là. Donc, un discours qui promet. Monsieur O'Malley a parlé déjà de la loi Glass-Steagall il y a de ça quelques mois. Il en fait son cheval de bataille pour la campagne. Et justement, là maintenant, il faut penser à façonner la présidence. Donc, non pas d'être une majorette pour Martin O'Malley. Ça va rien nous donner. Il faut au contraire créer la présidence autour de quelqu'un comme Martin O'Malley. Donc, l'article, justement, dans le Executive Intelligence Review, rapporte, en fait, le rôle qu'a joué M. Lyndon LaRouche dans le façonnement des anciennes présidences. On a parlé, évidemment, beaucoup du rôle de Lyndon LaRouche durant la présidence de Ronald Reagan, le républicain qui était président dans les années 80, et l'adoption par les États-Unis de la politique de l'initiative de défense stratégique, qui était en fait la proposition faite par M. LaRouche afin d'amener les États-Unis et l'Union soviétique dans un partenariat économique et technologique pour en fait se débarrasser du danger de guerre nucléaire. Par la suite, M. LaRouche qui a été mis en prison. M. LaRouche était un prisonnier politique aux États-Unis dès 1989, de 89 à 94. Et en 88, lors de un de ses derniers discours, M. LaRouche était en Allemagne, où il parlait déjà faisait le pronostic de la réunification des 2 Allemagnes, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest à l'époque. Et donc, quand M. LaRouche a été mis en prison en 89, sa femme, Elgazep LaRouche, elle faisait campagne justement pour une politique de développement qui suivrait la réunification des 2 Allemagnes, donc la politique qu'on appelait à l'époque le triangle productif européen, donc le triangle Paris-Berlin-Vienne, qui était un projet visant à utiliser cette région triangulaire
comme moteur de développement industriel pour en fait développer, pour industrialiser le reste de l'Europe, mais aussi le reste de l'Asie. Donc Mme Larouche était en Asie pour défendre ce projet-là, un projet qui est devenu plus tard le pont terrestre eurasiatique. Et alors qu'aux États-Unis, le mouvement Larouche faisait campagne pour en fait recueillir des signatures de politiciens, de diplomates, etc., pour demander à ce que M. Larouche soit exonéré, sorti de prison, après cette fraude légale subie par M. Larouche et certains de ses membres. En fait, lorsque Bill Clinton a été élu aux États-Unis, on a été voir le mouvement Larouche a été voir M. Clinton pour demander l'exonération. Et ce qui a en fait recruté M. Clinton à cette idée d'exonération, et en fait la politique menée par le mouvement Larouche en Europe, cette idée de triangle productif, et cette idée aussi de nouveau système économique. On se rappelle qu'en 1998, avant le scandale de Monica Lewinsky, qui avait mis Bill Clinton dans l'embarras et qui l'avait isolé politiquement, M. Clinton faisait la promotion de nouvelles architectures financières, ce qui était vraiment la proposition de M. Larouche depuis des années. Donc, on avait à ce moment-là façonné la présidence, mais évidemment, comme on l'a vu à l'époque, comme on le voit maintenant, il s'agit d'une bataille. Et c'est dans ça qu'on s'engage maintenant. C'est une bataille pour transformer la présidence et de s'assurer qu'elle va dans la bonne direction pendant les années qui vont suivre. Donc, il est plus que temps aujourd'hui que les États-Unis se réveillent. Et que, en fait, parce que le monde maintenant a besoin des États-Unis pour survivre. Et on peut prendre maintenant le cas de l'Europe. On se rappelle qu'on avait discuté la semaine dernière que la Grèce, en fait, devait prendre une décision aujourd'hui, le 5 juin, pour à savoir s'ils allaient payer leurs dettes ou non. Mais la Grèce, évidemment, n'a pas payé. Il a fait une proposition qui permet à la Grèce de gagner du temps, mais qui, évidemment, ne risque pas d'être résolue non plus. C'est-à-dire que que la Grèce va en fait faire un paiement le 30 juin, donc d'ici 25 jours, en fait qui serait un paiement de plusieurs, en fait un ramassis de plusieurs paiements totalisant un peu plus de 3 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. En fait, on parle de l'accumulation des paiements de 300 millions, qui tournent autour de 2 milliards, en fait 2 milliards de dollars qui devraient être payés pour le 30 juin. Dans un article publié écrit par Mme Elgazep Larouche, un article intitulé « L'Europe survivra-t-elle à l'effondrement du système de l'euro ?» Dans cet article-là, Mme Larouche dit que peu importe si la Grèce paye sa dette maintenant ou que les dirigeants de l'Europe décident de faire preuve de bonté en offrant une meilleure entente aux Grecs, le point c'est que le système de l'euro est fichu. Et que si la Grèce, en fait, même réussissait à faire son paiement pour le mois de juin, qui est de peut-être environ 2 milliards, puis en fait, la Grèce a une dette de 350 milliards de dollars. Donc c'est impensable de payer cette dette-là. C'est 350 milliards de dollars que la Grèce doit à la Banque centrale européenne. Donc ça prendrait carrément un miracle. Et en fait, il y a très peu de chances que la Grèce ne fasse pas de défaut et en fait force cette brisure au sein de l'Europe. Et en fait, il y a des dirigeants comme Mme Christine Lagarde, qui est la dirigeante du Fonds monétaire international. On a aussi le ministre des Finances de l'Allemagne, Wolfgang Schäuble, qui tente de nous faire croire que en fait, qu'il n'y a pas de problème, que si la Grèce veut sortir de l'euro, ça doit pouvoir bien se faire. Mais en fait, c'est plutôt... en fait, ces gens-là disent cela simplement pour ne pas paniquer les marchés financiers si la Grèce décide de ne pas payer. Donc, ils tentent de faire semblant que tout va bien, mais évidemment, la situation est horrible quand on regarde la situation de l'Europe au complet. On a aussi eu en fait différents avertissements, notamment de la part du secrétaire au Trésor américain dénommé Jack Lew, qui lui disait que la sortie de la Grèce de l'euro aurait des conséquences dramatiques pour le système financier mondial.
On a aussi l'auteur Paul Krugman qui a écrit dans le New York Times qui un titre le titre est très révélateur et dit le titre s'appelle Ce sentiment de 1914, faisant référence à la Première Guerre mondiale. Donc il dit que si le monde n'arrive pas à résoudre le problème européen autour de la crise grecque, bien on parle en fait d'erreurs similaires au même type d'erreurs qui ont causé la Première Guerre mondiale. Et donc M. Krugman parle d'un livre par Christopher Clark, un livre intitulé Les somnambules, de Sleepwalkers, qui justement regarde justement ce qui a créé les conditions pour la guerre mondiale et justement cette espèce de nonchalance versus un vrai problème qui peut transformer le système. Et donc à cela s'ajoute aussi le ministre des Finances de l'Italie, un dénommé Pierre Carlo Padoan, qui lui aussi tente en fait de promouvoir ce mensonge que si la Grèce quitte l'euro, ça va simplement aider l'euro à croître et à développer son système. Comme si la Grèce était un problème qu'on pouvait simplement mettre sous le tapis. Mais en fait, si la Grèce sort, c'est en fait toutes les autres nations, comme l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, qui en fait pourraient utiliser ça comme excuse pour sortir eux aussi. Il ne faut pas aussi oublier que l'Angleterre maintenant, plutôt la Grande-Bretagne, est en train de préparer un sondage, un référendum plutôt, pour savoir si la Grande-Bretagne doit rester dans l'Union européenne ou non. Donc ce prochain référendum pourrait vraiment causer encore là toute une crise dans l'euro. Et même si Mme Merkel en Allemagne tente d'être gentille avec la Grèce, de renégocier les ententes, etc., le point que Mme Larouche fait, c'est que le traité de Lisbonne de 2007, qui est ce traité en fait qui vise à transformer l'Europe en fait, à mettre l'Europe en entier sous la dictature d'un Parlement européen où les choses se décident en fait de manière secrète et où en fait on a une nouvelle constitution qui va être par-dessus les constitutions nationales. Et on se rappelle en 2005, il y avait eu justement un référendum sur cette question-là et la décision du traité de Lisbonne avait été rejetée par la Hollande et la France, justement parce que ce traité-là détruisait la souveraineté des pays de l'Europe. Donc aujourd'hui en Europe, on a en fait une bataille entre les nations. Les nations ne s'entendent pas du tout sur la situation en Europe, que ce soit par rapport à l'économie, que ce soit par rapport au rôle de l'Europe contre la Russie. On voit les pays scandinaves, les pays baltiques qui ont le ton dur contre la Russie, alors que la République tchèque en général, malgré la folie furieuse du général Peter Pavel dans ce pays-là, on a aussi la Slovaquie, la Hongrie et la Grèce qui demandent en fait à se débarrasser des sanctions européennes contre la Russie. Donc en fait, en ajoutant à cela le danger de guerre mondiale, Mme Larouche conclut que tout ça en fait vraiment peur à l'Europe et que la proposition faite par les BRICS, par la Chine plus précisément, de la nouvelle route de la soie, est en fait la proposition qui gagne de l'appui en Europe, contrairement à cette espèce de chaos total que représente le système de l'euro. Et en fait, la proposition des BRICS serait la situation préférée pour les nations de l'Europe. Et je tenais à conclure l'émission d'aujourd'hui en vous parlant justement de deux réponses que M. Larouche a données lors d'une présentation faite à un groupe de 500 activistes aux États-Unis qui justement posait des questions sur M. Larouche par rapport aux différents enjeux à défendre aux États-Unis. Mais aussi, en fait, M. Larouche tentait de donner la meilleure approximation de la véritable approche à prendre dans l'organisage de la population, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Et je pense que c'est important de discuter de ça comme pour terminer la discussion d'aujourd'hui et de poser en fait la véritable question à savoir comment faut-il penser
afin de résoudre des problèmes. Donc, une des questions qui avait été posée à M. Larouche, c'était évidemment sur la question de Glass-Steagall. On voit l'effondrement en Europe, on voit l'effondrement du Fonds monétaire international, on voit aussi la situation aux États-Unis. Donc, comment promouvoir la question de Glass-Steagall en général? Donc, M. Larouche répond, il dit oui, évidemment, Glass-Steagall, c'est absolument indispensable, c'est la première étape pour réformer le système. Mais il dit, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Le problème, c'est que durant le 20e siècle, le problème, c'est qu'on a eu simplement un seul scientifique qui était compétent. Un seul scientifique dans l'Occident qui était compétent, et c'était le scientifique Albert Einstein. Einstein, on se rappelle, non pas simplement concernant cette théorie sur la relativité générale, mais M. Einstein était impliqué dans une bataille justement contre le réductionnisme scientifique dès le début du 20e siècle. Un combat qui impliquait M. Einstein avec Max Planck contre des gens comme Bertrand Russell et le scientifique Oppenheimer. Donc deux scientifiques en fait qui faisaient la promotion plus tard dans leurs écrits d'une frappe préventive contre la Russie et du développement des armes nucléaires et en fait de limiter le développement nucléaire à la fission plutôt que d'aller jusqu'à la fusion. Donc une bataille très importante. Donc le problème c'est que comment se fait-il qu'il n'y avait simplement qu'un seul scientifique compétent à l'époque? Donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit des gens pour que cela soit la situation? Pourquoi un seul scientifique alors qu'on aurait besoin de dizaines de milliers? Donc la question de Glass-Steagall de ce point de vue-là est un pivot, pas simplement le contenu de la loi, mais en fait Glass-Steagall doit être un instrument essentiel afin de renverser les politiques économiques pour la présidence américaine, pour la nouvelle présidence. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'une loi, il s'agit d'une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique dans laquelle, en fait, on développe une présidence qui est capable de penser afin d'adopter et évidemment d'établir les bonnes lois qui vont permettre de changer la situation. Et il y avait une autre question par rapport, et celle-là, c'est important de la mentionner parce qu'elle traite justement de la politique globale de l'eau par rapport au mouvement Larouche. Donc, comment le mouvement Larouche définit la politique de l'eau. Donc, c'est une simple question en provenance de l'État de Washington où la personne parle, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, raviver le projet du bassin de la rivière Columbia, un projet développé par M. Franklin Roosevelt dans les années 30. Et donc, M. Larouche dit, c'est sûrement un bon projet, mais le point, c'est qu'il faut être plus spécifique dans notre approche de l'eau. Il faut regarder, en fait, le fait que l'espèce humaine doit réaliser ce que cela veut dire que d'être un humain. Donc, on ne peut exprimer notre humanité qu'à travers les pouvoirs créatifs de notre esprit. Donc, par exemple, si on prend la crise de l'eau aux États-Unis, surtout sur la côte ouest, donc les gens nous disent il n'y a plus d'eau en Californie. Il n'y a plus d'eau, on a gaspillé toute l'eau. Mais la véritable situation, c'est qu'on ne manque pas d'eau du tout. C'est simplement que la majorité de la quantité de l'eau douce n'est pas sur Terre. Elle est, comme l'élabore la stratégie galactique du mouvement Larouche, c'est-à-dire qu'on a de l'eau dans l'atmosphère, qui est en quantité phénoménale, et en fait qu'on en fait un processus qui est galactique. Donc, M. Larouche élabore, il dit le système de l'eau est un système galactique, influencé par le soleil, les rayons cosmiques, etc. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est cette approche-là qu'il faut avoir afin de résoudre non pas simplement le problème de la Californie, mais le problème de l'eau à l'échelle internationale. Donc il s'agit ici d'une révolution qui est parfaitement faisable. Il faut revenir en fait à ce que nous disaient des scientifiques comme Johann Kepler durant le début du XVIIe siècle. En fait, Kepler, qui était le seul scientifique à l'époque qui avait compris comment le système galactique avait été créé. Donc, il n'a pas seulement pris des mesures du système, il a tenté d'expliquer, il a réussi d'expliquer en fait le véritable fonctionnement
du système solaire, pourquoi le système solaire est de telle façon plutôt qu'un autre. Donc c'est cette approche en fait une tentative de comprendre les phénomènes galactiques et de gérer ces phénomènes galactiques. Donc on ne parle pas ici simplement d'un projet pour la planète Terre ou d'un projet pour une région. On parle d'une compréhension générale d'un processus global et galactique. Donc vous voyez que en fait, Larouche tente vraiment de faire comprendre à la population que le problème dans lequel on se trouve maintenant, c'est que les gens ne sont plus aptes à penser. Les gens ont oublié ce que c'est d'être créatif. Ils répètent des choses, ils répètent ce qu'ils entendent dans les médias, ils répètent ce que leurs professeurs leur disent, ils ont la bonne réponse à l'examen, mais dans la vie en général, c'est l'échec total. On n'arrive pas à renverser un effondrement du système. On n'arrive pas à créer un nouveau système. Et c'est là la véritable bataille. C'est là où, en fait, le message doit changer. Le message qu'on doit lancer à la population, c'est de leur demander, est-ce que vous savez vraiment comment penser? Est-ce que vous savez comment conceptualiser un avenir pour l'espèce humaine? Parce que si on ne fait que simplement parler de petits enjeux, l'enjeu de la guerre, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de Glass-Steagall, l'enjeu de l'eau, en fait, on ne répond pas aux véritables problèmes. Il faut développer, en fait, une nouvelle citoyenneté qui, en fait, va aider à créer la présidence. Parce qu'il ne faut pas se rappeler qu'un système démocratique vise, en fait, à engager la population dans la bataille politique. Donc, si la population n'est pas apte à penser, c'est évidemment que la présidence va aussi échouer, ou en fait tout système politique va échouer tant que la population n'arrive pas à penser et pense en termes d'enjeux ou en termes justement de plaisir, plutôt que de penser en fait à l'avenir et de penser aux grandes questions de l'heure, comme la question de l'eau, la question de la guerre, et de rétablir en fait le rôle de l'espèce humaine sur Terre et le rôle de la créativité humaine comme étant le seul véritable stimulateur du développement économique et qui va permettre justement, comme le disait M. Martin O'Malley dans son discours, va permettre de réaliser le rêve américain, cette idée de développement de la population et cette idée que la population a droit à a droit à l'espoir et a droit à un avenir qui peut être meilleur que celui qu'on a maintenant. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, c'était Jean-Philippe Lebleu pour le Comité pour la République du Canada qui vous dit à la semaine prochaine.